Bonjour, bienvenue, c'est Lisandro Bizzarri que nous accueillons cette semaine. Bonjour. Bonjour. Vice-président de l'Assemblée dia Juventus, président du groupe Juventus Imos. Enfin, j'ai passé la main. Vous avez passé la main. Oui, à Cyril Pérez, que j'embrasse d'ailleurs. Alors, on va parler de vous, puisque le but de cette émission, c'est vraiment de vous découvrir, comme le veut la tradition de cette émission. Lisandre, vous êtes né à quel endroit, quel jour, quel mois? Je suis né le 2 avril 1995 à Ajaccio. Les premières années se passent à Ajaccio, les premières amitiés. J'étais à l'école maternelle au Parc Berthaud, puis école primaire, école annexe, maintenant Charles Bonafé, puis collège Fèche, lycée Fèche. Et enfin, probablement une scolarité, une enfance ajaccienne. On va découvrir justement ces premières années à l'école, comment ça se passe. Quel enfant étiez-vous? Oh, c'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est à moi qu'il faut la poser, mais je pense que c'était avoir été un enfant sage, calme, très curieux et très sportif. J'ai toujours joué au ballon depuis mon plus jeune âge, donc voilà, plutôt un enfant et un élève studieux et un joueur de ballon invétéré. Studieux, vous préfériez l'école à la cour de récréation? Non, quand même pas. Quand même pas, mais en tout cas, j'étais le genre d'élève qui était assez discret en classe, qui faisait ses exercices, qui dérangeait très rarement le cours, voire jamais. Et après, par contre, dans la récréation, comme je vous ai dit, il fallait jouer au ballon. Donc là, on me retrouvait très actif aussi là, sur les terrains. Jamais de bêtises, quand même. C'est pas possible. Une enfance sans bêtises, c'est impossible. Oh, des bêtises, il y en a eu. Au primaire, très peu. Mais après, au collège et au lycée, oui, ça m'est arrivé de faire des écarts. Mais rarement dans le cadre du collège ou même du foot, plutôt quand on était au village, des choses comme ça. Mais... On saura demain, puisqu'on va parcourir demain les années collège et les années lycée. À l'école, est-ce qu'il y avait déjà une matière que vous affectionniez particulièrement? Mais j'ai toujours apprécié les mathématiques, mais bon, si on reviendra, je pense que parce que je suis actuellement professeur de maths certifié, donc voilà, il y avait déjà une prédisposition, on va dire. Vous n'êtes pas enfant unique, vous êtes issu d'une fratrie? Oui, j'ai une petite sœur qui est née en 2001, donc qui a eu 22 ans là, à la fin du mois de mai. Alors, quel grand frère vous étiez? Est-ce que cette petite sœur, elle vous a embêté quand elle est née? Est-ce que vous aviez envie de la... Ma petite sœur, quand je suis né, bon, je l'ai eu, j'ai 6 ans de plus qu'elle. Donc au début, il y avait un tout petit peu de jalousie les premiers temps. Mais oui, comme tout enfant, je pense, hein, un peu de jalousie. Et puis après, j'ai essayé d'être un grand frère pas trop présent, dans le sens où j'avais pas envie de lui imposer des choix. J'avais envie qu'elle se construise elle-même par rapport à ses convictions et jamais lui dire ne fais pas ci, fais pas ça. J'ai jamais voulu être un grand frère moralisateur, mais plutôt qu'elle se construise elle-même comme moi je me suis construit. Cette jalousie d'enfant, est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous remontent? Est-ce qu'on pince sa petite sœur? Non, jamais. Même au contraire, ça a dû lui arriver de faire croire que je l'embêtais pour me faire engueuler. Pour que mes parents m'engueulent. Mais j'ai un souvenir assez vieux où je me baladais à Place Millau avec mes parents et je leur disais à mes parents, mais vous vous occupez plus de moi. Donc ça leur fait un petit déclic, mais ça s'est passé très vite. Je sais que j'ai ressenti ça à un moment donné dans ma vie, mais aujourd'hui, il n'y a jamais pas eu de soucis, ni en grandissant, ni... non, je pense, il faudra lui demander, comme j'ai été comme grand frère. Alors, l'école primaire, le foot également, oui. Donc vous êtes né avec un ballon dans les pieds. Mes parents, ils ont essayé de me mettre autre chose au départ. J'ai commencé en faisant du judo il y a très longtemps, vers les Salines. Après, j'ai fait un tout petit peu d'athlétisme mes 3 mois et mes parents, ils n'ont pas réussi à m'empêcher d'aller jouer au ballon. Et donc, j'ai commencé à jouer au SC Bocognane-Gravone. Je pense, oui, je devais avoir 6-7 ans. Donc, ils ont essayé de me présenter à d'autres sports avant le foot et ça n'a pas marché. Voilà, le SC Bocognane-Gravone auquel vous êtes fidèle aujourd'hui. Toujours. Donc, j'ai joué là-bas dans ce club en tant que joueur pendant, je pense, 6 saisons. Et puis, j'ai passé mes diplômes d'éducateur là-bas et j'étais encore éducateur dans ce club jusqu'à l'an dernier. Donc, et j'espère un jour, si possible, quand j'en aurai le temps professionnellement, de reprendre mon poste là-bas. Merci beaucoup Lisandro Bizzarri. On se retrouve demain pour parler à nouveau de votre parcours. À demain. À demain. Bonjour, bienvenue. C'est Lisandro Bizzarri, notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Vice-président de l'Assemblée dia Juventus. On a parlé hier des années de petite enfance. Vous arrivez au collège, au lycée.
toujours avec ce ballon au pied. Toujours. Et toujours des étés au village, comment ça se passe? Ça dépend. Au collège, comme j'ai dit hier, au collège, quand même, un élève assez studieux, jamais plutôt dans les bons élèves, même si j'ai jamais été dans les meilleurs, mais avec une préférence en mathématiques ou en biologie. Et c'est sûr que j'ai passé des étés au village à Piane, essentiellement, ou comme beaucoup de jeunes, hein, j'ai passé mon temps soit à jouer au ballon, soit à faire des cabanes, soit aller à la plage. Enfin, je pense une enfance tout à fait normale et j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Une adolescence un peu plus agitée? Non, Même pas pas. du tout. Non, non. On pourrait dire que... Il n'y a pas de soirée, il n'y a pas de sortie. C'est arrivé, mais plus au lycée. Au lycée, oui, j'ai commencé vraiment, j'allais dire, à me rebeller, à faire une crise d'adolescence un peu tardive. Mais globalement, oui, des soirées tout au long de mon lycée. Et après, quand j'ai commencé à sortir un peu dans les rues ajaxiennes, je montais un peu moins au village. J'espère que ma famille me pardonnera et me pardonner aujourd'hui. Mais oui, quelques soirées, oui. Même plusieurs, beaucoup. Trop Beaucoup. peut-être, diront certains. Trop? Pourquoi trop? À un moment donné, quand même, au lycée, je sortais un peu trop pour travailler mon baccalauréat de manière sereine. Mes parents m'en ont fait le reproche de manière répétée. Et bon, au final, j'ai réussi à avoir mon bac avec mention. Mention bien, mais c'est sûr que j'ai pas préparé mon bac dans les meilleures conditions. Mes résultats scolaires, ils ont chuté quand je suis arrivé en première terminale. Et oui, c'est sûr que le fait de sortir beaucoup trop a affecté mes résultats scolaires. Mais n'empêche que le bac arrive et vous partez avec le bac en poche. Oui, j'ai eu mon bac, j'avais mon bac S à l'époque avec spécialité SVT. Et j'ai mon bac avec mention bien. Après vraiment 3 semaines de bachotage intensif et un peu de chance sur mon sujet d'SVT. J'ai eu 18 ans SVT sur un sujet que je connaissais bien. C'est bien tombé, ce qui fait qu'avec une bonne note sur un gros coefficient, j'ai pu avoir la mention. Mais ça a été oui, 1 mois, 3 semaines vraiment où je voyais pas le jour. Mais c'est pas des bonnes conditions pour travailler sereinement et même après pour... On reconnaît le prof, hein, là. Ah, et je suis obligé maintenant. Je suis obligé, si malheureusement des élèves m'écoutent, il faut que je montre un peu l'exemple. Mais oui, j'étais pas forcément un élève avec un travail assidu à l'époque. Ça m'a coûté. Et ça m'a coûté après dans mes études supérieures. On verra demain les années fac. La conscience politique, puisqu'on rappelle que vous êtes vice-président de l'Assemblée Adi Adjuentu, que vous avez présidé un groupe au sein de cette même Assemblée qui a cet engagement qui est là. Cette conscience politique, elle intervient quand? Au lycée, plus tard? Je n'ai pas de souvenir. J'ai toujours eu une conscience politique de mon île, de ce que je pense les droits nationaux que devait avoir le peuple corse. Et j'ai pas vraiment de souvenirs de déclic précis. J'ai grandi dans une famille de militants. Je suis allé, je pense, mes premières manifestations, je devais avoir 6 ans. Les blocages de lycée aussi, j'en étais. Donc j'ai toujours été, mais j'ai jamais eu de déclic ou d'événement, en tout cas dans ma mémoire comme ça. J'ai aucun moment qui me vient, on me dit voilà, c'est ce moment-là où je me suis dit que j'allais m'engager politiquement. J'ai toujours vu mon père s'engager politiquement. Aujourd'hui, il s'engage dans la voie des syndicats professionnels, donc je le vois encore rédiger des communiqués, c'est quelque chose que je fais moi à mon tour. Et donc maintenant, c'est assez... je suis très fier de discuter avec mon père de ça, de ce qu'il a connu, ce que j'ai connu, et voilà. C'était évident. C'était... au-delà de ça, c'est naturel. C'était vraiment quelque chose de naturel. Je me suis jamais... retrouvé par hasard à une réunion ou à écrire quelque chose. J'ai toujours été là. Et des fois en tant qu'enfant, et puis avec la maturité, l'expérience, j'ai commencé à prendre la parole, etc. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je suis vice-président de l'Assemblée Adi Adjuentu. C'est sûr que, alors je suis un peu plus vieux que certains dans cette assemblée, mais j'ai une expérience politique, ça fait depuis mes 14 ans que je milite, j'ai 28 ans, donc ça fait le double. C'est la moitié de ma vie que je milite. Merci beaucoup, Lisandro Bizzarri. À demain. Merci beaucoup.
Bonjour et bienvenue, nous retrouvons Lisandro Bizzarri, notre invité dans Palisa cette semaine. Bonjour. Bonjour. Les années fac, Oui. votre bac, donc S en poche, vous saviez que vous vouliez faire des maths? Ben alors, pas du tout. Parce que moi, au départ, quand je pars à la fac, je pars faire les études de médecine. Donc la PACES à l'époque, parce que ça aussi, ça a changé. Je pars faire PACES, que j'échoue lamentablement la première année. Puis, comme j'avais dit, je sortais déjà beaucoup et c'est très compliqué une fois qu'on a pris goût aux soirées, de revenir dessus. Et je retente quand même la médecine et au bout des résultats au milieu d'année, il s'avère que j'ai des meilleures notes parce que je me suis un peu plus mis au travail, mais un moins bon classement parce que c'était une année assez élevée en termes de niveau. Et donc je bascule en sciences de la vie. C'était ma spécialité à l'époque au bac. Donc licence 1, licence 2. Puis je fais une licence 3 à Corté. Et licence 3, je la fais en échange à Montréal. Et puis après, je me retrouve en master à Toulouse de biotechnologie. Et après, quand je reviens en Corse à la fin de mes études, c'était un peu difficile pour moi de vivre sur le continent. J'étais à Toulouse depuis 2 ans. Et quand je suis rentré, c'était un peu compliqué. J'avais pas de boulot. J'ai travaillé dans des cafés. J'ai travaillé en tant qu'agent de laboratoire. Et puis on m'a dit, ben, vas-y, essaye de faire ton dossier pour être prof remplaçant contractuel. Chose que j'ai fait. Et la première matière qu'on m'a proposée, c'était les mathématiques. Et j'ai apprécié, j'ai aimé enseigner cette matière. J'aime toujours enseigner cette matière. Et avec les dispositions que j'avais déjà en bac d'avant, et puis même quand on fait des études scientifiques, quelles qu'elles soient, on a un niveau mathématique qui doit être conséquent. Et donc ça fait maintenant 4 ans que j'enseigne les mathématiques et j'ai très récemment eu mon CAPES. Donc voilà, je suis très, très content. Mais ce n'était pas, je pense, la voie, la matière, la discipline dans laquelle je me tournais quand j'étais plus jeune. C'est après, j'avais toujours eu ce goût, mais j'étais jamais vraiment allé les 2 pieds dedans. Et maintenant, voilà, c'est mon métier. Pourquoi Montréal? Vous aviez envie de prendre l'air? Bah oui, tout à fait. Je me suis retrouvé à Montréal parce que, comme je vous ai dit l'autre jour, j'ai grandi à Ajaccio. J'ai toujours vécu à côté de la place Millau. C'est un endroit qui est fabuleux. Et je me suis aperçu, quand j'avais 21 ans, 22 ans, que j'arrivais plus à voir que c'était beau. J'avais plus aucune émotion. Et je me suis dit, il faut que je parte. Et avec un de mes meilleurs amis, Thibaut, que j'embrasse, il m'avait dit, mais regarde, on peut partir, il y a des aides pour partir à Montréal. Et donc lui, malheureusement, pour des raisons personnelles, il a pas pu partir. Et moi, j'ai quand même pris le dossier et je suis parti seul vivre un an là-bas pour vraiment être dépaysé complètement. J'avais pas envie de vivre à Paris ou à Nice où il y a une grosse communauté corse. Et me connaissant, je savais que j'allais rester qu'avec des gens d'ici. Et je me suis dit, mais quitte à partir, quitte à vivre une expérience, tant qu'à faire, la vivre loin et seul. Qu'est-ce que vous en avez retenu? J'ai retenu une immense ouverture d'esprit des gens, des Québécois, une gentillesse et un profond respect des règles, des règlements et une manière de fonctionner qui ressemble à s'y méprendre aux États-Unis. Donc c'est très libéral dans le sens où même il y avait des contrats d'enseignement qu'il fallait signer entre les profs et les élèves, que si jamais le professeur souhaitait changer la date de l'examen, il fallait réouvrir le contrat. Donc il y avait vraiment une espèce du respect de la procédure, des règles et des contrats qui est assez éloigné de ce qu'on peut connaître ici. À côté de notre folie méditerranéenne, on va dire, et de notre folie en Corse. J'allais pas dire folie, parce que je pense pas, mais c'est juste une autre manière de vivre, une autre manière d'appréhender les rapports humains et la vie. Mais je dirais pas folie, mais c'est très différent. Après, moi, j'étais quand même un Indien dans la ville quand j'étais là-bas, parce qu'avec mon tempérament méditerranéen, quand tout le monde, quand on voit tous les piétons s'arrêter au feu rouge, que moi je traverse, j'étais un peu
Je vais pas dire, c'est moi qui étais fou dans cette histoire. Alors, il y a une question qu'on n'a pas abordée, enfin que vous avez abordée en partie dans votre réponse, c'est une question traditionnelle de cette émission. Quand on a des années fac, vous étiez plutôt rat de bibliothèque ou soirée étudiante? On a bien compris qu'au début, c'était soirée étudiante. Hein. Oh, mais j'ai fait soirée étudiante pendant longtemps, et même maintenant que je ne suis plus à la fac, je continue à faire des soirées. Elles sont plus étudiantes, mais je continue quand même. Et rat de bibliothèque, évidemment, quand il fallait, à un moment donné, quand les examens approchent, il fallait des fois mettre le nez dans les bouquins. Mais oui, donc, clairement, plus soirée étudiante, oui. Il n'y a pas photo. Merci beaucoup, Lisandro Bizzarri. Merci, à demain. Merci. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Lisandro Bizzarri. Bonjour. Notre invité cette semaine. Donc, vous retournez en Corse après avoir passé une partie de vos études à Montréal, une partie des études à Toulouse également. Le dépaysement était trop dur à Toulouse? Non, Toulouse, ce qui s'est passé, j'ai eu des proches qui étaient malades, qui avaient des soucis de santé, et je me sentais beaucoup trop loin. Et j'avais envie de passer du temps avec ma famille, avec mes proches. Et c'était important aussi, la voie que j'avais choisie. Donc j'avais choisi de faire un master en biotechnologie, c'était le monde de la recherche. C'est un monde professionnel qui en plus ne m'a pas plu tant que ça. Donc je me suis retrouvé à un moment donné où j'avais envie de rentrer chez moi. J'étais dans des études qui ne me convenaient pas visiblement. Et donc c'est pas une histoire de la vie à Toulouse, j'y retournerai très régulièrement, il n'y a pas de souci, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Mais c'est surtout, surtout à un moment donné, un choix de vie pour mes proches et même pour ma voie professionnelle. Alors justement, le monde de l'enseignement, on dit qu'il y a aujourd'hui beaucoup de crises de vocation. Ça n'a pas été votre cas? J'ai toujours voulu transmettre ce que je savais et modestement, hein, mais j'ai toujours voulu transmettre aux enfants des respects, des choses. J'ai passé très tôt, en seconde, j'avais passé un diplôme d'éducateur de foot. Donc quand j'étais à Bocognane, j'étais surtout éducateur, j'ai fait tout mon lycée en tant qu'éducateur, donc j'avais déjà très, très, très jeune une envie et une approche d'enseigner, de transmettre d'abord ma passion du foot. Et quand je me suis retrouvé devant ma première classe... Alors la première classe, c'était où? C'était au Fèche. C'était les 6e 2 de l'époque, qui aujourd'hui, il me semble, qui passent leur brevet. Donc ça fait 4 années scolaires, hein. Du coup, c'était l'année Covid en plus, donc ça a été vraiment une année particulière à bien des égards. Mais je m'en souviens, la première heure de cours où je me suis retrouvé, poser la question, assis sur mon bureau face à 26 élèves, 27 élèves qui me regardent. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Est-ce que j'avais préparé des cours? Ah oui, il faut qu'un prof fasse l'appel, donc il faut que je fasse l'appel. Ça a été très, très compliqué. En plus, j'ai remplacé une professeure que j'ai eue moi-même, dans une salle où moi-même j'ai eu cours, entouré de nombreux collègues qui étaient à l'époque mes profs. Donc ça a été une expérience assez singulière. Mais je suis très heureux parce que je l'ai fait au Fèche, à la maison, si je puis dire. Le monde de l'éducation, vous disiez, j'étais enseignant aussi, éducateur, Oui. Sportif, ce sont deux méthodes d'enseignement différentes. Mais ce n'est pas le même public. On a affaire, quand on est prof et prof de maths, on est face à un public qui contraint, Qui n'a pas choisi d'être qui là. n'a pas choisi de venir ce matin. Par exemple, ce matin, j'avais cours, les élèves n'avaient pas choisi de me voir ce matin, alors que quand on est au foot, c'est les joueurs qui disent bon, moi je vais aller m'entraîner. Et après tout dépend des élèves et tout dépend de beaucoup de choses, mais c'est sûr qu'on n'a pas la même relation avec un joueur éducateur que prof-élève. Il y a un peu plus de distance prof-élève, c'est normal. Et voilà, il y a un public contraint et un public volontaire. Donc on n'est pas du tout dans le même rapport, mais in fine, on parle à des enfants et il faut savoir toujours avoir une certaine distance, un certain respect, tout en utilisant un vocabulaire ou des ressorts qu'ils comprennent et qui les touchent. Comment on accroche les gosses aux maths? C'est une très bonne question que je me pose tous les matins. C'est comment on fait pour expliquer qu'un problème, ça pourra leur servir dans la vie, comment leur faire comprendre que telle ou telle propriété, ça peut être utile pour faire une démonstration, que
Comment on accroche? C'est une question que tous mes collègues se posent tous les jours et je ne pense pas avoir de réponse absolue à cette question. Ça dépend des élèves, ça dépend de plein de choses. Prof, ça aide? Ça aide dans le sens où je pense que je partage beaucoup de codes avec eux, des réseaux sociaux, des séries du moment, des choses comme ça. Même si je sens aussi que les années filent et que par moments je m'éloigne un peu d'eux, mais voilà, savoir parler de Snapchat, d'Instagram, des réseaux sociaux qu'ils utilisent tous les jours, c'est sûr que ça fait une proximité immédiate. Merci beaucoup, Lisandro Bizzarri. À Merci, demain. à demain. Bonjour et bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de Lisandro Bizzarri. Bonjour. Bonjour. On a parlé donc de la voie professionnelle, on a parlé de l'engagement politique avec cet engagement de militants auprès de l'Assemblée Adi Juventud. Beaucoup de choses qui se sont passées dans votre vie, ça laisse du temps pour la vie perso? Bah écoutez, en tout cas j'essaye d'avoir du temps pour ma vie personnelle et pour ma compagne et pour mes amis, même si la vie professionnelle, c'est sûr il y a des heures et c'est facile, mais c'est la vie publique qui est un peu plus difficile à gérer parce que c'est insidieux, parce que c'est des réunions souvent tard le soir, c'est des coups de fil intempestifs, c'est des fois des événements des événements qu'il faille rédiger des communiqués rapidement, des choses comme ça. Donc il y a ce côté insidieux et c'est important de savoir cloisonner toutes ces activités. Je ne sais pas si j'y arrive assez bien et c'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi qu'il faudrait poser la question. Mais c'est sûr que c'est une difficulté supplémentaire. Alors justement, vous dites il faut arriver à concilier tout ça. S'il devait y avoir une priorité, ça serait quoi? Si j'ai une priorité, ce devrait être ma vie de famille et mes amis, bien évidemment. Mais je sais que mes proches savent tous à quel point cet engagement public compte pour moi et à quel point c'est très difficile de m'en défaire. Après, il y a beaucoup de moments où, quand on est dans des moments un peu difficiles, je repense à l'an dernier avec l'agression d'Ivan Colonne, où voilà, il y a des manifestations, des blessés, des choses comme ça, des communiqués à répétition, des réunions tard le soir. C'est très difficile d'être de bonne composition pour les siens. Et c'est là où c'est important de savoir cloisonner, c'est-à-dire à un moment donné de dire voilà, même si mon engagement militant, et je le fais de tout mon cœur et de toute mon énergie, à un moment donné, être capable de laisser ça dans un coin pour être de bonne humeur avec ses proches. Alors justement, ce cloisonnement, vous parlez de ces événements d'Ivan Colonne, hein, la jeunesse, elle a été au cœur aussi de cette mobilisation. Il a fallu l'accompagner. On a vu des collégiens dans la rue, on a vu des lycéens. Il a fallu être là, à côté, tout en étant jeune soi-même. Mais bien sûr, il a fallu faire... D'ailleurs, on avait reporté une session de l'Assemblée Adi Juventud qui devait se tenir vraiment... Je n'ai plus la date exacte, mais il me semble que c'était le 22 mars, soit à peine une semaine. Il y avait des manifestations partout et on a préféré annuler la session. Il y a bon nombre de conseillers de mon groupe qui sont allés devant la préfecture. Il y avait un rassemblement. Moi, il y avait même un rassemblement devant le collège des Proprianes où j'étais à l'époque et je suis allé discuter avec ces collégiens. Et certains même descendaient du lycée de Sartène pour éviter qu'il y ait de débordement, même si ça s'est très bien passé à Proprianes. Il n'y a pas eu de soucis. Mais c'est sûr que oui, hein, je pense que quand on a une parole publique, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et il ne faut pas dire n'importe quoi et en même temps être militant et c'est-à-dire ne pas non plus renier ni ses convictions, ni son indignation par rapport à ce crime odieux. On va terminer sur ce volet personnel. On a débuté en parlant de votre fratrie, de votre petite sœur. Vous êtes aujourd'hui un jeune tonton. Tout à fait. Je suis tonton donc, d'une petite nièce qui va avoir 2 ans en juillet, une petite Fiore, et d'un petit neveu, Sampire, qui va avoir 1 an en août. Donc voilà, on les voit de temps en temps. Alors moi, je travaille sur Porto Vecchio, donc c'est un peu compliqué de les voir régulièrement. Mais quand on a une occasion, on passe un peu de temps avec et c'est toujours bien de voir que la famille s'agrandit. On attend pour le mettre à Bocconian, le petit neveu?
Le plus tôt possible, mais même la nièce, pourquoi Même pas. la Hein, nièce. ils iront à Bocognane le plus vite possible, j'espère, mais ça dépend pas que de moi. Merci beaucoup, Lisandro Bizzarri. Merci beaucoup. D'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Cette émission, vous la retrouverez en podcast sur nos réseaux sociaux et également sur notre site web. Et puisqu'on parlait de l'Assemblée Adi Adiuentu et de podcast, on va dire peut-être 2 mots pour conclure sur cette belle initiative podcast de l'Assemblée Adi Adiuentu qui a été mise en place. Oui, tout à fait. Il y a deux conseillères de l'Assemblée Adi Adiuentu, donc Luci Ario et Léa Ferrand, qui ont voulu mettre en place un podcast qui s'appelle Hémicycle, où on peut le retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur tous les réseaux sociaux. Et ils débriefent tous les mois ce qui se passe à l'Assemblée Adi Adiuentu, les rapports. Donc on a eu une session qui s'est tenue le 1er juin. Donc je pense qu'il va y avoir un épisode qui va sortir sous peu ou qui est déjà sorti à l'heure où on enregistre cette émission. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.